son revenu repose exclusivement sur la production et la vente de son produit à la coopérative viticole, a le même nombre de voix, à savoir une, que celui qui a hérité du petit hectare et qui vient le vendanger avec sa famille et puis qui est content à la fin d'avoir ses bouteilles et tout, et puis qui Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission de la Cité de la RSE et de l'impact. Nous recevons aujourd'hui avec Rémi de Merseman, Fanny Linière et Étienne Dereau, qui nous font le plaisir de venir échanger avec nous sur la question de la gouvernance dans les structures d'économie sociale et solidaire, et peut-être plus particulièrement, nous aborderons la question de la coopérative, de la forme coopérative. Donc, Fanny, Étienne, je vais vous demander de vous présenter. On peut peut-être commencer par Fanny. Très bien, merci. Oui, donc je suis Fanny Linière et je suis développeur économique. Ça fait 20 ans que je pratique ce métier. Je l'ai pratiqué dans différentes structures et exclusivement dans l'économie sociale et solidaire, puisque c'était le chemin que j'avais choisi. Donc dans des structures 1901, dont je pourrais parler et puiser du coup le partage qu'on pourrait avoir avec Étienne justement sur l'expérience. J'ai géré une SIC également. J'ai été entrepreneur en coopérative également, chez qui j'ai toujours des parts. J'ai créé donc ACAP10 en 2011 en rentrant dans une coopérative, une SCOP. Donc je connais aussi la version SCOP en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de partager cette expérience-là du mode de gouvernance selon le contexte juridique. Étienne, votre expérience, elle se trouve, je crois, Oui. principalement dans le développement d'une ruche qui dit oui. Oui, c'est ça. Donc moi, je m'appelle Étienne Dereau, je suis responsable de la ruche qui dit oui de Lille au Lab Oikos actuellement depuis 2016. Moi, j'ai un statut auto-entrepreneur et il faut savoir aussi que la ruche n'est pas mon activité principale, on va dire, même si elle fait partie d'une grosse partie de mon activité. Donc voilà, je la gère donc depuis 4 ans et avec différents modes qui ont été expérimentés, enfin pas non plus des grosses expériences, mais voilà, je suis vraiment sur le côté, le terrain de la gouvernance à peu plus petite échelle, quoi, je dirais. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, à l'heure où on appelle à repenser le fonctionnement de l'entreprise et à modifier la façon de produire, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont souvent citées comme exemple et en tout cas comme source d'inspiration pour des entreprises dans un mode plus traditionnel. Est-ce que la gouvernance dans ces structures ont vraiment valeur d'exemple? Fanny, peut-être Ouais, enfin, on va dire, on verra avec Étienne comment on va échanger là-dessus. Moi, je suis militante, mais pas avec des œillères, hein, donc j'ai les deux avis. Je connais les limites, je connais les avantages. L'avantage, il va de soi, c'est que quand on est à plusieurs, voilà, lorsqu'il y a une association de compétences, ça fait source d'excellence. Hein. Donc forcément, quand on est en mode associatif, par exemple, puisque je crois que la ruche qui dit oui est en mode associatif, Étienne. Oui, non. En fait, c'est le siège de la ruche qui dit oui, c'est une entreprise, mais qui est ralliée à l'économie sociale et solidaire. Et voilà. Mais en fait, le statut de la personne qui gère la ruche qui dit oui peut bien être un statut associatif ou entrepreneurial. Enfin, c'est là-dedans qu'il est possible d'avoir différentes formes. D'accord.
Mais c'est vrai qu'initialement, la loi 1901 régit le fait qu'on puisse permettre à un collectif de défendre une mission, une action, une intention, et souvent d'intérêt général, bien souvent. Hein, donc, oui, en tout cas, le principe 1901, c'est surtout le fait qu'il y ait un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes-là décident ensemble. Et le principe de l'économie sociale et solidaire, c'est une personne, une voix. Donc, c'est vrai que quand on le regarde dans les textes, dans l'idéal, c'est top. Finalement, chacun a le droit de s'exprimer, quel qu'il soit, et même s'il a apporté du capital ou plus qu'un autre, etc., on a le même niveau de voix. Et ça, c'est vraiment une des premières bases, on va dire, idéales de l'ESS, qui est le modèle démocratique. Je sais pas, c'est l'idéal quand on voit dans les papiers comme ça, c'est chouette. Et alors, dans les faits, Étienne? Dans les faits, il faut quand même quelqu'un qui… Enfin, en fait, il y a quelque chose de une personne, une voix, et après, il faut quand même que chacun ait son rôle bien défini, en fait, et du coup, certains qui vont à prendre plus de décisions que d'autres, donc notamment moi qui vais beaucoup plus gérer l'organisation, etc., que les producteurs à proprement parler. Donc voilà, et au final, c'est un peu moi qui ai le dernier mot, donc voilà, mais de toute façon, moi, j'entends la gouvernance d'une manière où il faut que tout le monde soit content et OK avec les décisions qui sont prises pour justement que ça travaille mieux ensemble après. Pour moi, c'est un peu ça le moteur. S'il commence à avoir des tensions, ce genre de choses, voilà, là-dessus, on avancera moins vite, je pense. Alors justement, c'est une question intéressante. Les tensions, c'est inhérent aux groupes humains. Donc forcément, Étienne, il y a déjà eu des tensions, j'imagine, même douces dans le groupe. Comment ça se gère, les tensions, quand on est en gouvernance partagée ou quand on est à une personne, une voix? Alors, ça se gère… En fait, c'est aussi particulier parce que la ruche qui dit oui, en fait, c'est un ensemble à la base, c'est une entreprise, mais c'est une initiative personnelle de quelqu'un qui se dit, tiens, quelqu'un ou une association qui se dit, tiens, on va ouvrir une ruche à tel endroit, donc du coup, qui fait les démarches pour monter cette ruche, trouver les producteurs, trouver le lieu. Et du coup, dans le Nord-Pas-de-Calais, il se trouve qu'il n'y a pas des centaines de millions d'exploitants et de producteurs. Donc, on se retrouve un petit peu avec les mêmes producteurs dans différentes ruches de la région lilloise notamment. Et il peut arriver qu'il y ait des tensions dans des ruches qui ne sont pas les miennes, mais qui ont un impact sur ma ruche quand même, des producteurs qui ne s'entendent plus, qui sont disputés avec quelqu'un, etc., etc. Et là, c'est vrai que, à part être une sorte d'oreille d'écoute et d'essayer de dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution, c'est vrai que je suis vite à court de possibilités pour régler ces problèmes. Mais je me charge toujours du fait qu'il n'y ait pas ça n'impacte le moins possible ma structure. Alors, Fanny, toi, tu proposes des outils, en fait, pour pouvoir justement accompagner des gens qui prennent la responsabilité de ces structures. Alors, c'est super intéressant parce que du coup, je pensais gouvernance à coopérative et en fait, je suis prestataire référencé dans le dispositif local d'accompagnement, le DLA, qui existe depuis 2005, qui permet d'accompagner des structures associatives dans la reconstruction de leur équipe pour pérenniser l'activité et souvent les emplois derrière. Et en fait, bien souvent, ce qui se passe dans la gouvernance, c'est un jeu d'équilibre, un arbitrage entre le pouvoir des salariés et le pouvoir des élus. Parce qu'effectivement, les élus ont une intention, sont animés, voilà, c'est du bénévolat, donc ils sont élus, ils prennent des risques, ils sont membres du bureau pour la plupart. Et puis les salariés ont une fonction technique et ils ont une vue bien souvent très pratico-pratique de la faisabilité des actions. Et en fait, parmi les interventions sur lesquelles on me mobilise sur les DLA, c'est bien souvent des problématiques de cohérence entre l'objectif commun et partagé. Les salariés et les élus, s'ils ne maintiennent pas leur relation, en fait, ont tendance à écarter leur chemin. Et c'est ça qui est étonnant. Pourtant, ils sont dans la même structure, ils sont régis par les mêmes statuts. Et en fait, ce qu'expliquait Étienne, c'était un peu ça, c'était que selon la position et la place qu'on occupe dans l'association,
même si on est dans la même structure avec la même mission, la fonction qu'on occupe fait que ça peut modifier le prisme de vue. Et donc, tout le jeu de la gouvernance, c'est d'arriver à faire en sorte que, autant qu'il y a de prismes de vue de ces fonctions, on arrive à avancer ensemble en transformant. Et ça, c'est vrai que du coup, les avantages, on en voit les limites là pour le coup dans ce que je vous rapporte. Voilà, ouais. Je pense à plein de choses du coup, plein de situations. Ces structures, elles ont aussi, alors quelle que soit la forme, hein, donc associative ou scope, elles ont des impératifs économiques. Et ces impératifs économiques, ils rentrent parfois, souvent peut-être, en friction avec certaines valeurs qui sont déployées dans ce groupe. Donc, ces frictions-là aussi, comment est-ce qu'on les gère? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, enfin, du coup, je me permets, Étienne, de rebondir là-dessus. C'était mon sujet. Puis, oui, parce que les salariés vont chercher la rentabilité. Ils ont intérêt à préserver leur poste. Alors, je suis, voilà, c'est très global. Il faut voir les cas par cas. Mais bien souvent, eux connaissent l'enjeu, la rentabilité, les conditions d'équilibre, ce qui sauve déjà, d'ailleurs, les structures dans ces cas-là. Mais qui pourrait, avec ces intérêts de rentabilité, éloigner un peu le cœur et les valeurs, finalement, portées par ces élus. Et c'est là où se créent des dissonances, effectivement. Et les élus de rappeler la déontologie. Voilà. Et c'est souvent là, voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais c'est vrai que c'est ce tiraillement entre le souci de rentabiliser. C'est une négociation finalement, Fanny. Étienne, il y a une négociation entre ceux qui sont bénévoles et ceux qui ont un revenu à tirer de l'activité? Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les associations. En fait, c'est assez intéressant parce que du coup, on a quand même deux strates d'intérêt, on va dire, économique. C'est-à-dire qu'on a l'entreprise La Ruche qui dit oui, qui gère le site internet et qui a créé le concept, etc., qui est basé à Paris et qui s'occupe de gérer toutes les ruches en France et en Europe. Et après, on a des gens comme moi sur le terrain, entre autres, et avec des associations, etc. Et en fait, dès le début, on nous présente La Ruche qui dit oui comme un complément de revenu. Donc, en fait, pas comme un revenu à proprement parler, mais derrière, la Ruche qui dit oui, elle, a des salariés à payer, a des engagements financiers, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, nous, sur le terrain, on n'a pas forcément la pression de faire du chiffre absolument. Après, il faut bien sûr qu'il y ait toujours de l'intérêt pour les producteurs de venir sur place, parce que si eux essayent de négocier pour que pas nous obliger, mais qu'on fasse le mieux possible. Et de toute façon, moi personnellement, j'ai envie que ma ruche marche bien. Enfin, ça m'embêterait on n'a pas les mêmes obligations et voilà. Mais l'un dans l'autre, ça marche à peu près, je pense. Alors, du coup, je me permettrai de rebondir sur ce que dit Étienne parce que c'est intéressant. La différence d'intérêt économique, dit Étienne. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je vous parlais du modèle associatif, loi 1901, avec justement ces tensions entre salariés et élus. Et dans le modèle coopératif, qui est donc du coup un modèle de production dans lequel le principe, c'est de mutualiser des moyens. On va mutualiser un service administratif, on va mutualiser un service comptable, on va mutualiser une unité de production, on va mutualiser, je sais pas, un parc d'automobiles, enfin, ou des locaux. Et si on prend l'exemple de la coopérative viticole, en tout cas, moi, je suis sur 7, je suis sur un secteur ex-Languedoc-Roussillon avec beaucoup de coopératives viticoles. Et en fait, ce qu'évoque Étienne est très visible dans les coopératives viticoles qui souffrent aujourd'hui, justement parce que le principe de la gouvernance d'une coopérative, comme je l'ai dit, c'est une personne, une voix. Une personne, une voix, quelle que soit la volumétrie de production que l'on apporte. C'est-à-dire que le monsieur qui vit exclusivement, ou la dame, ou un ménage qui vit exclusivement, son revenu repose exclusivement sur la production et la vente de son produit à la coopérative viticole, a le même nombre de voix
à savoir une, que celui qui a hérité du petit hectare et qui vient le vendanger avec sa famille et puis qui est content à la fin d'avoir ses bouteilles et tout, et puis qui, effectivement, en complément de revenu, on veut l'avoir parce que c'est super chouette. Et en fait, on va dire dans l'absolu, c'est sympa, mais dans les faits, économiquement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et quand il va s'agir de prendre des décisions hyper stratégiques, comme par exemple une stratégie marketing, qui va complètement échapper à l'héritier de quelques pieds de vigne qui, de toute façon, ne sait même plus ce qui se passe dans la coopérative et qui veut juste ses pieds de vigne, eh bien, lui va voter contre des baisses de revenus pour pouvoir investir ces montants-là dans une stratégie marketing, parce que lui veut son point de revenu, alors que les personnes qui, elles, vivent exclusivement de ça, savent qu'il y a un tournant à prendre, qu'il y a une position sur le marché à prendre, et du coup, au moment des votes, eh ben, ça va être au volume de vote, pas au volume des hectolitres. Et donc, c'est pour ça que la coopérative, dans le modèle gouvernance, est top dans l'absolu, dans l'écrit, c'est ce que je disais, mais dans la réactivité économique, je crains que ben voilà, des domaines privés soient plus rapides dans les positionnements. Ça me fait penser à ça, ce qu'a dit Étienne, sur justement ces différences entre les intérêts et les sources de revenus finalement et ce qu'on en attend dans les décisions pour le coup. Et quelque part, on est quand même sur des problématiques qui se posent à toutes les entreprises. Cette négociation et ces intérêts parfois divergents entre membres d'une équipe, on le trouve aussi entre le président d'une SAS et les salariés qui ont une vision qui est différente. Simplement, la façon dont ça se vit et dont ça se règle est différente, au sens où, normalement, historiquement, dans la SAS, la SA et la SARL, le gérant ou le président peut décider seul et imposer à l'équipe. Or, ce qu'on voit depuis quelques temps, mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que l'emploi est beaucoup plus volatile, la fidélité à l'entreprise est beaucoup plus volatile, et que les employeurs qui se comportent toujours de cette manière à l'ancienne, dirons-nous, ont du mal à conserver leurs équipes. Et donc, un employeur qui a envie de conserver son équipe doit apprendre, à mon avis, des associations et des sociétés coopératives, ce mode de négociation et ce mode d'écoute que vous expliquez tous les deux. Oui, mais enfin, il y a juste une différence en fait. On parle de gouvernance, c'est-à-dire de trancher. Là, dans ce que tu évoques, j'entends moi justement partager les idées, les ressources. Chaque salarié, chaque collaborateur dans son prisme de vue a une richesse d'apport qui fait que ça aide à la décision. Mais quand il faut trancher, quand il y a un enjeu, un risque pour la structure, pour la pérennité de la structure, et quand on voit que le clampin qui a ses 4 pieds de vigne a le même nombre de voix, c'est là où ça va pas. Et dans les structures, moi je suis un SAS. Mais si j'ai 51% de voix, c'est moi qui suis majoritaire. Donc, effectivement, c'est l'avantage. Donc, la limite, c'est celle, effectivement, d'être arbitraire. L'avantage, c'est de pouvoir vite trancher, avancer et pas perdre de temps parce qu'il y a un train à prendre. Et que, la soupape de décision, finalement. Voilà, donc en fait, c'est juste ça. Il y a une différence entre solliciter les salariés, les collaborateurs, voire même les intégrer dans les parts et d'arbitrer. Et voilà, enfin, moi, j'ai vécu dans une des plus grosses coopératives qui existent en France. J'ai vécu des week-ends entiers. Pour prendre des décisions en assemblée générale parce que les 300 que nous étions, il fallait qu'on tombe tous d'accord. Alors, c'est vrai que la patience, c'est pas ma vertu. Et je me dis, la démocratie, je l'ai vue à son paroxysme. J'ai vu la démocratie à son paroxysme. Donc, c'est géant. Humainement, c'est extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. Mais économiquement, je m'interroge sur des décisions à un moment donné économiques. Je me dis, je m'interroge où est le curseur. Voilà. Est-ce que, Étienne, le curseur, c'est pas le bon sens? Ouais, c'est carrément le bon sens. Après, il y a aussi pas mal d'humains qui rentrent en jeu. Enfin, on parlait des tensions précédemment qu'il peut y avoir. Par exemple, moi, j'ai aussi une sorte d'obligation d'avoir un peu de nouveauté dans les produits que je propose, etc. Et en fait, d'avoir une sorte de renouveau quand même pour que les gens continuent à être intéressés. Mais il faut aussi faire attention que ça ne prenne pas la part de marché d'un autre producteur. Et du coup,
il y a des moments où c'est délicat. Alors, c'est moi qui prends la décision au final. Si je veux mettre un nouveau maraîcher, un nouveau producteur de fromage, etc., c'est moi qui dis à la fin. Mais en fait, ça peut très bien. Enfin, j'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit, bah, si tu mets lui, moi, je viens plus. Et en fait, lui, quand même, je suis assuré que ses produits sont bons, que c'est bien, etc. Donc, il y a aussi, ça, c'est très du concret, c'est en parlant avec les producteurs, etc., etc. L'avantage, c'est que j'ai pas un CA derrière à animer pour savoir si tout le monde est d'accord pour prendre le nouveau maraîcher. C'est à la fin, c'est moi qui le dis. Donc, ça va plus vite qu'à 300, forcément. Voilà, c'est ça va plus vite qu'à 300. Et ça demande, oui, du bon sens, mais donc du coup aussi, j'ai l'impression de la diplomatie et un sens de l'arbitrage assez poussé. Je parlerai de même de la traduction ou de la polyvalence, parce que quand on se retrouve au front avec, justement, je parlais des prismes de vue, on entend Étienne, effectivement, on parle du point de vue du producteur, du point de vue du consommateur, du point de vue de l'organisme, et donc chacun a son point de vue, et en fait, je parlerai plutôt d'arbitrage et de traduction à chaque fois, parce que il faut que les uns et les autres arrivent à comprendre comment l'autre raisonne pour qu'on arrive à faire trancher une décision qui convienne à tout le monde en faisant des concessions que l'on est prêt à céder. C'est ça, le boulot d'Étienne, il est là, d'essayer de trouver, de ménager la chair et le chou, mais en donnant des explications, en traduisant. Donc, on est beaucoup dans la communication, hein, énormément. Oui. Oui, il y a c'est beaucoup dans la communication, et puis après, il faut aussi voir la façon. Enfin, c'est un système assez bancal finalement, enfin pas bancal, c'est pas du tout ça, mais un peu précaire, on va dire, dans le sens où c'est plus le bon mot, où il faut faire attention justement parce que tout peut s'effondrer entre guillemets à chaque fois, ce qui est pas forcément le cas d'une gouvernance plus solide et plus alors qui est un peu plus rigide et un peu plus décisionnaire, un peu plus procédurière, etc. Mais elle assure au moins une sécurité pour certains. Enfin, voilà. Moi, ce que du coup aussi. Oui, mais c'est positif parce que les plus faibles ont aussi une voix, parce que ça permet d'exprimer d'autres choses, ça donne du sens aussi. Donc, non, c'est aussi très intéressant. C'est pas le mot de conclusion, mais je ne crois pas qu'il y ait de système idéal. Et c'est intéressant de voir que vous vivez dans des modes de fonctionnement d'entreprise qui ont certes des inconvénients, mais qui ont aussi de très gros avantages. Et je crois que l'aspiration de chaque salarié et chaque entrepreneur est de pouvoir réussir à entrer dans une dynamique, quel que soit le statut dans lequel il est, mais entrer dans une dynamique qui se rapproche de celle de l'autre. En tout cas, pour partager avec vous, hein, mais le meilleur modèle de gestion d'un projet de territoire, qui est vraiment éminemment un projet de RSE, hein, un projet de territoire qui va dans le sens des attentes des habitants, qui va dans le sens du besoin du territoire, qui va dans le sens de la non-compétitivité, Étienne l'évoquait, c'est le statut SIC, quoi. Le statut coopératif, société coopérative d'intérêt collectif, il est formidable en matière de développement coopératif. Parce que la gouvernance est formidable. En gros, hein, pour être très synthétique, il y a 3 collèges dans la gouvernance. Il y a le collège des acteurs économiques, hein, on pourrait avoir les producteurs par exemple. On a le collège des collectivités, des acteurs territoriaux qui font qu'effectivement, ils ont intérêt à garder sur leur territoire justement la production. Voilà. Et puis, on a aussi le collège des consommateurs. Admettons, hein, il y a 3 collèges au minimum. Et en fait, imaginez que ces 3 collèges s'approprient ce projet-là qui vise à déployer une agriculture locale, de circuits courts et de qualité. Et je trouve que le statut SIC est éminemment le statut idéal pour les projets de RSE. Et effectivement, le pilote là qui doit piloter tout ça et coordonner, il doit avoir une faculté à faire que chacun puisse s'entendre et se comprendre. Mais je trouve que c'est le statut qui est vraiment top. Et pour le coup, on a vraiment effectivement une gouvernance, pas simple à gérer, mais une gouvernance. Ouais. Fanny, merci. On a là une nouvelle piste pour une prochaine émission. Ah oui. Là aussi un peu fouiller ce sujet. Merci Fanny, merci Étienne d'avoir répondu à notre invitation. J'espère à très bientôt.
En tout cas, c'était très intéressant et Merci. pour cet échange. Merci Super, pour Merci de nous l'invitation. avoir, voilà, merci de nous avoir présentés mutuellement. Voilà. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Cécile, au revoir. Au revoir.